Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé. Aujourd'hui, c'est la suite de ce top 10 de la saison. Je suis encore une fois avec Hugo pour continuer et aujourd'hui, c'est vraiment le suspense de savoir qui est sur le podium avec Tadej Pogacar sur cette saison. Ouais, non, c'est sûr. Là, c'est les 5 meilleurs coureurs de l'année. Je pense que on va avoir plus ou moins les mêmes coureurs, mais c'est des coureurs qui ont vraiment été les meilleurs du monde, donc qui ont gagné soit un grand tour, soit un grand monument ou même une grande course, c'est certain. Et même à plusieurs reprises, il faut quand même le dire. Je pense que si on arrive dans ce top 5, c'est qu'on a été très bon tout au long de la saison. Ouais, bon, on va pas tout simplement le résumer. Normalement, vous allez le trouver en bas ici de l'écran Ouais. pour ceux qui regardent en vidéo. Et donc, du coup, Hugo, si tu veux, on peut recommencer directement avec la cinquième place. Voilà, jusque-là, on était plus ou moins d'accord. Est-ce que ça va toujours être le cas? On va voir ça tout de suite. Alors, qui est ton cinquième meilleur coureur de la saison? Et surtout, pourquoi? Sans surprise, on avait fini la vidéo avec O'Connor. O'Connor fait deuxième de la Volta. Juste devant lui, je vais mettre Roglic. Avec sa victoire sur la Volta, c'est quand même le seul qui a pu gagner un grand tour en dehors de Tadej Pogacar. Donc, je le mets dans mon top 5 parce que c'est quand même c'est quand même très important pour moi de gagner un grand tour. Maintenant, je ne le mets pas plus haut. Pourquoi? Parce que il gagne certes le Dauphiné, mais il ne gagne pas spécialement beaucoup sur cette saison. Il gagne beaucoup à la Volta, ce Dauphiné-là que je le dis, mais je pense que c'est tout. Il gagne, je pense, une étape autour du Pays Basque Ouais, la ou première étape, il Catalogne, était je sais leader plus. quand il a abandonné. Ouais, donc je trouve que c'est peut-être allez, la seule course qu'il gagne en dehors des deux tours que je viens de citer. Ouais, très beau coureur, hein. Finalement, il commence à construire un palmarès énorme. Il était champion olympique sortant du contre-la-montre. Il a été un peu, voilà, je sais même pas s'il avait participé, mais je pense que c'est Ouais, un peu décevant de ne pas le voir dans les résultats. Mais par contre, voilà, vainqueur d'un grand tour. Comme tu le dis, c'est le seul, hormis Pogacar, qui a gagné un grand tour. C'est pour ça que moi, il est aussi dans mon classement, mais il n'est pas à cette position-ci. Il est un petit peu plus haut. Le Dauphiné, pour moi, est la course la plus dure après les trois grands tours sur une semaine, ou en tout cas en jour course à étapes. Donc pour moi, il est aussi. Il a gagné le troisième et éventuellement le soi-disant quatrième grand tour. Donc avec le Tour de Suisse qui sont les deux étapes, les deux courses à étapes les plus dures. Très belle saison. Il a eu du mal à commencer. À Paris-Nice, il n'était pas encore vraiment au niveau. Pourtant, il a été soutenu toute l'année par une équipe extraordinaire. Alors, très beau coureur. Pour moi, il sera pas cinquième, malheureusement. Donc, pourquoi j'ai mis là aussi, faut se remettre dans le contexte. T'as un coureur qui arrive dans une équipe, c'est un peu le choix, parce qu'il est quand même assez vieux. Donc de cette année, il doit performer, il a un peu une pression. Il a une équipe 100% autour de lui. Il faut attendre le Dauphiné pour le voir gagner vraiment une course importante. Et en plus, je trouve que quand il ne gagne pas d'une manière très dominatrice, comme on peut le voir sur certains autres coureurs. Sur le Dauphiné, moi j'ai vraiment cru qu'il allait perdre la course sur la dernière étape. ouais. Sur la Vuelta, on remarque qu'il y a quand même une ou peut-être deux étapes où il est un peu Ou Enric Mas est un fébrile. peu plus fort, ouais. Donc je trouve que c'est pour ça aussi, sur cette impression visuelle, que je n'ai pas pu le mettre plus haut. Et l'air de rien, voilà, comme j'ai dit, ça se résume un peu à deux courses à saison, et c'est un peu, voilà. Ouais, je te comprends. Par contre, je reste persuadé que ça reste une des courses les plus dures à gagner de l'année, C'est que certain. très peu de personnes dans une carrière gagnent une Vuelta. Lui, il en a 4. Et donc, voilà, je l'ai mis quand même plus haut. Et donc, je vais mettre maintenant Jasper Philipsen, moi, Ah ouais. cinquième. Bah, voilà, Jasper Philipsen, non seulement il a gagné 3 étapes sur le tour, et ça reste la plus grosse course du monde, on en parle souvent, et pour un sprinter, c'est super important. Mais pour moi, il a fait encore plus fort en gagnant Milan-San Remo, grâce à l'aide d'un équipier extraordinaire qui est Mathieu Van Der Poel. Mais voilà, quand tu sais faire presque 300 km et sprinter encore comme ça, battre un Michael Matthews et un Tadej Pogacar, c'est un extraordinaire, faire deuxième de Paris-Roubaix. Voilà, on a vu la tier list de Maxime et Noah dans nos vidéos précédentes. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, moi je suis vraiment pas d'accord. Je trouve que Alpecin, grâce à Jasper Philipsen, grâce à Mathieu Van Der Poel et d'autres coureurs,
ont fait une saison extraordinaire. Et si on regarde, ben voilà, première course de l'année en tant que monument, victoire de Jasper Philipsen. Alors, moi, je vais le mettre quand même plus haut. Mais je te rejoins, hein. En fait, c'est Tu l'as mis quatrième, je suppose. Non. Non. Ok. Donc, c'est une surprise. Moi, pour moi, sa saison est exceptionnelle. En fait, j'ai du mal à pouvoir le classer plus bas parce que je trouve que Milan-San Remo, ben, c'est la victoire. Deuxième à Paris-Roubaix. Trois victoires sur le Tour de France. C'est exceptionnel. Et en plus de ça, ça s'arrête pas là, en fait. Le truc fou, c'est que sur toute la saison, il fait 2 premiers, 3 premiers, 4 premiers. Il fait des résultats sur toute l'année. Il y a pas, si tu regardes sa stat list, je pense que c'est le seul coureur où tu pourras voir que sur du début de saison jusqu'à la fin, il court au moins 5-6 fois sur le mois et il te claque au moins une course par mois. Donc je trouve ça exceptionnel et je ne peux pas le mettre plus bas, enfin à cette place-là en tout cas, parce que je trouve que Milan-San Remo, c'est peut-être la course qui me tente le plus, qui m'excite le plus. Enfin, peut-être pas le plus, mais en tout cas dans le top 5 de la saison. Et en plus, comme tu le dis, le Tour de France, c'est le plus important. Et il égale le record de victoire sur enfin non, il égale Girmay sur le sprint en tout cas. Donc, c'est difficile de le placer plus bas. Et pour moi, il est dans le top 5 et et très haut dans ce top 5. Ouais, bah, ce qui manque alors du coup pour être plus haut, et par exemple, parce que moi quatrième ce sera Roglic, donc je te Ouais. rejoins sur Roglic. Non, sur Roglic, il est dans le top Ouais, 5. bah Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et donc pour moi il a fait une grosse saison. Pour revenir sur Philipsen, la raison pour laquelle je ne le mets pas plus haut, c'est que, je suis désolé, mais c'est le meilleur sprinter du monde, je pense. Alors, vraiment au niveau talent. Mais par contre, il n'a pas concurrencé Girmay pour le maillot vert. Il a concurrencé un petit peu, mais pas vraiment jusqu'à la fin. Je trouve que bah, son Tour de France, oui, il a gagné 3 étapes, mais je pense vraiment qu'il aurait dû dominer par rapport à son talent. Alors, et franchement, une saison comme ça, s'il fait la même saison l'année prochaine, il peut-être faire une saison de type Vélo d'Or. La seule chose, c'est que bah, un vainqueur de Vuelta qui a gagné aussi la Dauphiné, qui a gagné aussi des étapes sur la Vuelta avec un scénario un peu plus complexe que d'habitude, avec une histoire de début de saison ratée qui revient très très, très en forme. Voilà, je mets au-dessus Primoz Roglic. Et donc, voilà, Primoz Roglic est mon Bah, quatrième. Et Jasper Philipsen, félicitations pour sa saison. Mais je 5e. pense que c'est pas assez. Mais personnellement, je le dis, moi, c'était le critère pour moi qui était très important. Ça a été d'être performant sur toute la saison. Et c'est pour ça que Philipsen passe au-dessus. Et passe au-dessus de certains coureurs autres qui seront dans mon classement. Parce que moi, mon quatrième homme, c'est Mathieu Van Der Poel. Et je pense qu'on ne sera pas d'accord, c'est Bah non, certain. non. Parce que c'est vrai, il gagne allez, le Tour des Flandres. Il gagne Paris-Roubaix. Paris-Roubaix. Il fait 3 à Liège-Bastogne-Liège, mais après, on ne le voit Il plus. fait 10e à Milan-San Remo en étant équipier. Ok, mais pendant un mois, on le voit, mais après, on doit attendre jusqu'au championnat du monde. Championnat du monde en fin de saison, qui est l'avant-dernière course de la saison. Enfin, je trouve ça un peu dommage et je trouverais ça fou de mettre un coureur qui ne s'est pas montré sur 7 mois de cette saison-ci. Donc, pour moi, c'est pour ça il ne sera pas dans ce podium de top 10 de la saison. Ouais, alors bah, je pense je pourrais débattre plus tard avec Mathieu Van Der Poel, mais je trouve que c'est un délit de sale gueule parce qu'il Je pense fait une pas. super saison. Oui, Je pense que je ne le remets pas. je pense que si on demande à 99% des coureurs, sauf le podium, peut-être même, je parie que Roglic, tu lui demandes quelle saison il préfère la saison de Van Der Poel que la sienne. Si tu demandes à Philipsen, est-ce que tu préfères gagner Milan-San Remo et faire deuxième du Paris-Roubaix et gagner 3 étapes sur le Tour de France, bah, je pense qu'il va dire, bah non, moi je préfère gagner et le Ronde et Paris-Roubaix. Parce que voilà, c'est des monuments qui, je sais que les monuments, on ne peut pas les différencier des uns des autres, mais c'est quand même les reines des classiques, les deux qui sont là. Puis après, il s'est réinventé. Donc on en redébattra un petit peu plus tard. Mais aussi, Philipsen, s'il gagne sur le Tour, encore une fois, c'est Mathieu Van Der Poel n'était pas au niveau pendant un moment donné, et Philipsen bah, ne gagnait plus. Et dès que Mathieu Van Der Poel s'est un peu ressaisi et redevenu au niveau, bah, comme par hasard, Philipsen a commencé à regagner. Donc, voilà, moi je suis un peu vraiment
allez, pas choqué, mais un peu surpris quand même que Mathieu Van Der Poel, quatrième au niveau de la saison, ne pas être au moins sur le podium. Voilà, moi je trouve que c'est un peu. Je pense. Allez, ça reste que le subjectif et Ouais. on va pas se disputer pour ça, Non, non. mais je trouve que c'est quand même incohérent. Incohérent, je pense pas, parce que comme je l'ai dit, je regarde sur la même valeur qui est toujours depuis le début de ce top 10. Je le dis, il faut être performant sur toute la saison. Et c'est pour ça que Roglic était si bas aussi et que Vingegaard aussi. Et donc, je pense que c'est pour ça que pour moi, Mathieu Van Der Poel ne doit pas se figurer au-dessus d'un Philipsen, parce que Philipsen a aussi gagné un monument. Il n'en a pas gagné deux, c'est vrai. Mais il gagne 3 étapes au Tour de France. À Mathieu Van Der Poel, au final, qu'est-ce qu'il gagne sur le Tour de France? Non, mais non, il est Non, par procuration. bah, par procuration, mais c'est pas lui qui. On ne parle pas sur le palmarès de Mathieu Van Der Poel, il sera pas mis par procuration. Il a gagné une étape. Alors, Philipsen, par procuration, a gagné Paris-Roubaix. Donc, l'air de rien, c'est quand même. Enfin, je trouve que c'est un débat hyper ouvert sur les deux. Ouais. Je pense que ça se vaut clairement et que c'est peut-être c'est le penchant pour moi qui fait balancer tout dans un sens que plutôt que dans l'autre. C'est la saison entière et pas le mois seulement où il y a eu les résultats. De toute façon, C'est tout. de toute façon, ce sera pas ni toi ni moi qui allons décider, ce sera nos Ah non, 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 spectateurs, hein, c'est sûr. Mais voilà, je comprends. La seule chose, c'est que Je je compte trouve. sur Maxime Ouais, pour appuyer mes idées. ouais, non, voilà, je suis quand même un peu, voilà, pas d'accord avec toi. Ouais, Mais on peut peut-être passer. Donc, je viens de dire mon quatrième c'était Roglic, belle saison. Je viens de dire que c'est Mathieu Van Der Poel. Et ouais. donc, on peut aller sur le podium de la saison. Et là, bah, vas-y alors, parce que je pense que tu vas dire mais Philipsen alors. Oh oui, C'est oui, pas oui. possible, Philipsen hein. sera quand même là. Philipsen n'est pas vélo d'or, ça c'est certain. Mais je pense que, ben voilà, comme je l'ai dit, il y a rien à ajouter. Il pouvait pas être plus haut, ça c'est certain. Parce que devant lui, c'est Boucher, c'est complètement. C'est même au-dessus de Boucher, c'est beaucoup plus haut. Et je pense que ça se jouait entre Mathieu Van Der Poel et Philipsen. J'ai fait le choix de récompenser la régularité. D'accord. Bah alors, du coup, on rentre sur mon podium. Toi, donc ton podium commence par Jasper Philipsen. Et alors, là-dessus, bah, je peux te rejoindre, hein, que Jasper Philipsen, Roglic, pour moi, c'est des coureurs qui peuvent être aux abords du podium. Maintenant, mon podium, moi, il est franc. Il y a quand même trois coureurs qui sont au-dessus. C'est Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Et ici, bah, je vais commencer bah, par notre compatriote belge qui est Remco Evenepoel. Alors, chapeau à lui. Chapeau à lui, grosse saison, plein de victoires. Il a gagné bah, le championnat du monde de chrono, qui est la plus grosse victoire de sa saison, je pense. Les Jeux Olympiques, route et chrono. Il fait troisième du tour, il fait maillot blanc. Chapeau à lui, il fait deuxième du Tour de Lombardie. C'est vraiment une très belle saison. Je pense pas que ce soit sa meilleure saison. Donc du coup, pour ça, je le mets pas plus haut. Il a eu un peu de malchance aussi avec cette fameuse chute qui a, bah, sur la majorité des leaders de grand tour du peloton, a fait un fameux écrémage. Mais chapeau à lui, il a eu pour la première fois une vraie équipe autour de lui dans la montagne et dans les grands tours. Donc chapeau à Remco. Je vais te poser une question que tu m'as posée juste avant. Est-ce que tu penses que si tu proposes à Mathieu Van Der Poel d'échanger sa saison avec Remco Evenepoel, faire podium du Tour de France, et doublé olympique, et champion du monde, faire deuxième sur le Tour de Lombardie, est-ce que tu crois qu'il signe pas les deux mains? Je pense pas. Je pense pas. Pourquoi? Parce que sur le championnat du monde, bah, Mathieu est sur le podium, champion du monde de sortant, et donc du coup il est sur le podium. Liège-Bastogne-Liège, bah, Remco, je Il pense était absent. il était Ouais. absent et il aurait bien voulu être là et faire troisième aurait été, bah, je pense que c'est une. Logique, ouais. Oui, voilà. Donc pour Mathieu Van Der Poel, c'est un peu une exception d'être là parce que on oublie hein, comment il est encore là. Il Non, revient de très très loin et c'est un mec qui a été hyper courageux. On oublie la domination qu'il a eue sur les deux Flandriennes parce que il n'a pas gagné. Il a un peu détruit les autres sur ces courses-là. On l'oublie aussi parce que c'est une course qui, si on parle un peu du Dauphiné comme la deuxième course, la première course hors grand tour hein, au niveau d'importance, au niveau des Flandriennes. Qui a gagné la course flandrienne la plus importante, Le hormis 3. Non, le c'est Tour de sûr. Flandre et Paris-Roubaix? Ça, je te rejoins. C'est Mathieu Van Der Poel. Alors, voilà. Donc pour moi, non. Milan-San Remo, encore une fois. Donc ça veut dire qu'il a participé à 4 monuments.
La plus mauvaise place dans laquelle il a fait, Dixième. c'est 10e. Après, c'est 3e et 2 fois premier. Un championnat du monde, 3e. Non, je pense. Et alors, on va revenir dans un instant pour Mathieu Van Der Poel parce que ben, voilà, il est 2e chez moi. Le classement va être révélé Ouais. un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Pourquoi il est 2e? Ben, parce qu'en plus de ça, c'est une image qui représente. T'as une marque de vélo. Aujourd'hui, si tu dois vendre un vélo, je suis sûr que tu prends Mathieu Van Der Poel parce qu'il fait du Ouais, gravel. d'ailleurs, c'est ce Parce qui se passe. parce Ce qui qu'il se fait passe. du gravel, il fait du VTT, il est champion du monde gravel, il est champion du monde de cyclocross parce qu'on ne prend pas ça en compte. Non, on prend pas On ça prend en ça en compte. compte, mais ça reste quand même dans la psychologie important. Et donc, voilà, ben donc tu as mis Remco deuxième Ouais, c'est alors, ça. ce qui est logique. Voilà, le seul point où je pense qu'il peut y avoir débat, c'est que les Jeux Olympiques pour tout le monde, c'est pas la même valeur. Et Et là, même pas ça, un podium au Tour de France est quand même quelque chose de très important. En plus de ça, c'est ça qu'il ok, faut s'en rendre compte. C'est que, enfin, je sais pas, personnellement, Remco Evenepoel, il arrive sur le Grand Tour, sur le Tour de France. Bah, il arrive face à un Vingegaard et un Pogacar, certes un Vingegaard qui est pas au top. Et il arrive quand même à certains moments créer du spectacle, rien qu'à lui-même. Et en plus de ça, il gagne aussi, tu parles de Van Der Poel qui gagne le 3, c'est une immense course. Remco Evenepoel a gagné d'autres courses. Il a pas gagné que 4, enfin je pense que c'est combien? C'est 6 fois sur l'année, je pense que Mathieu Van Der Poel gagne. 5 ou 6 fois. je ne saurais pas Donc dire. c'est quand même très peu par rapport à lui qui gagne, je pense, 9 fois, je pense. Il gagne à Paris-Nice, il gagne aussi la Figueira Classique, qui est au Il gagne début de sur le saison, tour aussi, et ouais. il gagne sur le Tour. Donc c'est quand même des victoires qui sont exceptionnelles, et je pense personnellement qu'encore une fois, si je me suis basé très fort là-dessus, au niveau de la régularité, il bouffe clairement un Mathieu Van Der Poel. Et c'est pour ça que Mathieu Van Der Poel, si tu l'enlèves 3 semaines de sa, enfin, non, 4 semaines de sa saison, c'est une saison quasiment vierge. Enfin, Ouais, mais alors, du coup, tu te demandes aussi si au niveau de la régularité de l'année, où ils étaient les autres quand Van Der Poel a fait du cyclocross, alors. Parce qu'au final, oh, mais quand tu on regardes juge pas là-dessus. non, en jour de course au total de l'année, si tu veux voir Mathieu Van Der Poel toute l'année, tu dois l'arrêter de faire du cyclocross, et donc, du coup, arrêter de faire du cyclocross, il fera une saison comme les autres. Mais alors, est-ce que Je suis Mathieu Van pas Der Poel. d'accord parce que toute la période qui est entre le Giro, enfin entre les classiques et le Tour de France, ou même tu peux englober le Tour de France avec, je trouve qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est pas le coureur qui va. Si, il va peut-être faire une échappée, mais on a l'impression que sur l'échappée qu'il va faire, il va pas avoir il va pas donner l'envie qu'il donne sur les classiques, sur les moments importants pour lui de sa saison. Ok, mais alors le nombre de parcours qui sont vraiment adéquats à Mathieu Van Der Poel sur un grand tour, c'est pas non plus autant que pour un Philipsen, ce n'est pas Non, autant ça qu'un je te Remco rejoins. par exemple. Là, je te rejoins à Remco a 100%. déjà d'office de chrono sur les grands tours, donc du coup 2 opportunités, et encore il n'a pas gagné le dernier parce que Pogacar a volé, et donc du coup ben, voilà c'est une raison, mais on regarde là-dessus. Mathieu Van Der Poel, des arrivées en petite bosse comme l'Amstel ou des parcours comme l'Amstel ou comme le Tour de Flandre, tout simplement sur le Tour de France, tu n'en as pas beaucoup. Et sur les étapes qui sont un peu faciles, bah, d'office il a un rôle à jouer pour Jasper Philipsen. Donc moi je trouve qu'il a fait un Tour de France. C'est vrai, j'attends plus de lui au Tour de France, j'attends de lui qu'il doit être plus dans les échappées aussi sur les jours où il travaille pas. Mais il a été actif sur le Tour de France. C'est pas un coureur qui a été là en tant que spectateur. Et puis un autre point, c'est il a raté, Mathieu Van Der Poel a raté un objectif. De toute sa saison, il a raté un objectif, c'est les Jeux Olympiques. Et encore, je crois qu'il fait 9 dixièmes, ou enfin il fait. Mais Peu Remco importe. Evenepoel a raté quel objectif? Parce que son objectif, c'était d'être sur le Tour de France en tant que podium. C'est ce qu'il a fait. Il avait comme objectif de gagner les JO. Il l'a fait 2 fois. Il a eu comme objectif de gagner le championnat du monde en tant que chrono. Ça, c'est certain. C'était un objectif. Il le fait. Et alors, sur la route, alors, du coup. Mais là, sur la route, mais le chrono, c'est sur la route. Non, non, mais la course route. Ah oui, la course route, il lui manque. Mais Mathieu Van Der Poel aussi, alors. Parce Non, parce que. que Mathieu Van Der Poel, je pense pas que c'était l'objectif de la saison, comme ça l'est pour Remco, le championnat du monde ici. Je C'était pense. pas une course qui lui convenait autant qu'il pouvait convenir à Remco. Au final, quand on a vu sur le papier, si. Enfin, sur le papier, non, mais sur Non, mais la si on voit le pratique, début de oui. l'année. Oui, non, là, peut-être que je te rejoins un petit peu sur ça, mais c'est quand même. Enfin, moi, personnellement, enfin, Mathieu Van Der Poel, tu dis qu'il a rien raté sur sa saison, mais comme je te l'ai dit, entre les classiques
et le Tour du Luxembourg. Donc c'est le Tour du Luxembourg, c'est une semaine avant le championnat du monde. On l'a peut-être vu sur les JO, c'est la seule course où on l'a vu. Sinon, on ne le voit pas et je trouve que enfin, faire tout un été sans voir Mathieu Van Der Poel, c'est quand même triste quoi. Enfin, je sais pas, c'est vrai que comme tu dis, il a quand même participé aux victoires de Philipsen, mais bah, ok, il a été poisson pilote pendant 3 semaines. Sur l'été, c'est ce qu'on peut résumer pour Mathieu Van Der Poel. Donc je trouve ça un peu décevant et c'est pour ça que Remco Evenepoel, si on regarde aussi sur sa spécialité sur le chrono, il a eu les meilleures distinctions possibles cette année. Ouais. Alors, bah voilà, bah, Ouais, on va pas tourner en rond parce je pense ouais, qu'on va pas se mettre d'accord. Tant sur Remco, je peux comprendre le doute et je peux comprendre c'était pour moi qu'ils soient proches l'un de l'autre. Là, je vais être aussi transparent. Bah, c'est peut-être pas où il y a le plus d'écart entre les deux et donc je peux comprendre Remco deuxième, Mathieu troisième. Où je suis un peu plus surpris, c'est sur la place de Philipsen au final. Mais bon, voilà, après, mais en chacun fait, c'est. Remco Evenepoel me semblait vraiment au-dessus des autres, en dessous de Pogacar c'est certain, mais au-dessus du reste du monde en fait. Donc c'est pour ça que moi il n'y a même pas eu de débat pour la deuxième place, je trouve dans ma tête personnellement, et c'est pour ça que je trouve ça quand même vachement haut dans ton classement Mathieu Van Der Poel, et je trouve que il y avait complètement débat sur Philipsen au niveau des résultats. Et comme je t'ai dit, la chose qui a tranché, Ouais. ça a été la Mais régularité. alors du coup, enfin, on va pas revenir Non, non, là-dessus, mais mais vas-y. sur Remco, si tu prends le Tour de France vraiment comme critère presque principal, son objectif principal de l'année, parce que ça c'est une troisième place, etc. Bah Vingegaard est beaucoup trop loin aussi dans la cohérence, tu vois, Mais ouais, mais je comprends, mais enfin voilà, en fait c'est là où j'ai un peu du mal. Alors encore une fois, est-ce qu'on est biaisé parce qu'on est belge, parce que moi aussi je trouve qu'il a fait une super saison extraordinaire, Remco. Moi aussi, je le vois vraiment, comment dire, comme, comme une superstar du cyclisme. Mais voilà, je ne le mettrai pas Mon plus haut, on classement va n'a dire. pas du tout été influencé par la nationalité des coureurs. Je pense que ça n'a rien à voir. Et encore, moi, je me suis basé que sur certains critères je l'ai fait les mêmes critères pour chacun. Et Vingegaard, pourquoi il est si loin? Bah, c'est parce il est quand même déjà un peu plus proche que toi, mais il est quand même, enfin, c'est quand même vachement peu sa saison, quoi. C'est difficile de pouvoir juger sur son nombre de jours de course. Donc voilà, c'était un peu ça. Et maintenant, peut-être notre dernière place, c'est Pogacar. Bah, Je ouais. pense que c'était logique. Et c'est pour ça, par contre, là, s'il y avait débat, c'est qu'il y avait un souci. Ouais, non, c'est vraiment, bah, c'est sûrement lui qui va gagner le vélo d'or. Quel coureur. Franchement, ces dernières semaines, on est un peu euh, sous Sonné, bouche bée, un peu parce sonné même, que, parce ouais, que. sonné, on n'arrête pas de le dire, mais on a de la chance de voir ce qu'il se passe là aujourd'hui. On a de la chance de voir un coureur ben, faire du spectacle. Il pourrait, avec son talent, avoir son accélération, sortir dans la dernière bosse et après voir une course ennuyeuse, etc. Aujourd'hui, on a du mouvement. Il prend des risques. Ce qui fait que éventuellement un jour, on pourra le voir craquer ou le voir perdre. Après, super saison, l'année prochaine, quand on fait deux grands tours sur la même saison, souvent on est un peu plus dur l'année qui suit, mais bon, j'ai pas de doute que Bah, je Tony pense peut qu'il être là. gère super bien son programme. Et d'ailleurs, bah, il gagne toutes les courses qui participent quasiment. Donc les seules courses où il gagne pas, c'est peut-être quand ça arrive un peu groupé et que c'est un peu au Et sprint. encore, il fait troisième de Milan-San Remo. Ouais, donc franchement, faut se dire, et ce sera peut-être celle qui va avoir le plus dur à aller chercher, donc c'est compliqué à dire, et je pense que c'est un objectif pour lui l'année prochaine. Est-ce qu'il va à un moment donné un jour aller sur toutes les Flandriennes, donc on a déjà vu gagner sur le Tour des Flandres, mais est-ce qu'il va aller sur Paris-Roubaix? C'est aussi, peut-être pas l'année prochaine, mais ce sera aussi quelque chose qu'il faudra aller chercher. Donc personnellement, moi j'admire ce coureur, surtout en fait, ce qui est différent des coureurs qui ont déjà dominé le passé, même un Froome ou quelque chose comme ça, c'est on voit comment il est humain dans le sens où il est souriant, il est copain avec les autres. C'est pas une rivalité comme on l'a déjà vu par exemple avec Matthews. On a vu des belles images, maintenant ils sont très amis, on le sait, mais même ses coéquipiers, on le voit que c'est devenu même une philosophie de vouloir l'aider pour pouvoir atteindre ses objectifs. On est en train d'aider peut-être un futur, enfin Merckx, c'est vrai que c'est chiant de le comparer, mais un futur meilleur coureur de tous les temps. On va pouvoir participer à ça, et plus tard, quand on va à Tim Wellens, quand il va dire à ses enfants,
j'ai roulé avec Pogacar, j'ai pu l'aider à aller atteindre les sommets et je trouve ça exceptionnel de pouvoir déjà en tant que déjà coureur qui est enfin il est encore coureur et pouvoir déjà avoir cette pensée là alors qu'il est encore coureur, c'est quand même exceptionnel quoi. Quel est le moment pour toi dans l'année où il t'a le plus impressionné? Euh, Ça c'est compliqué mais je pense que bah, Ouais. Si tu veux que je vas-y toi ouais. mais j'ai quand même un truc Moi en c'est tête. vraiment le Giro en soi sur la course parce qu'il a couru avec des coureurs professionnels de très haut niveau, des coureurs qui visent la victoire sur un grand tour ou en tout cas un podium sur un grand tour. Donc faut quand même s'imaginer que c'est des coureurs que dans n'importe quelle course autre, ils jouent la gagne. Et lui, le doute a été de 4 jours, Ouais. même pas. Et c'est même pas un Ouais. doute, ça a été on pensait qu'il allait avoir 2 3 minutes d'avance, mais là, c'était vraiment de la démesure. Moi, je vais pas dire un grand tour parce que je trouve que la start list du Giro a quand même été un peu plus faible que les autres grands tours et que sur le Tour de France, son adversaire direct n'était pas, peut-être pas, on sait pas, hein, mais peut-être Selon lui, pas oui. Selon à lui, il était à 100%. 100%, mais bon. Mais bon, c'est à vérifier. Donc, j'ai pas envie de mettre ces deux courses-là. Donc, la course que je vais mettre en numéro un, bah, ça reste quand même Lombardie. Parce que quand on, ici, c'est peut-être parce que c'est tout frais. Et ça se jouait avec les Strade en fait. C'était les deux qui se rivalisaient. Mais le problème, c'est que quand il part, que ce soit l'un ou l'autre, ben, on le laisse partir en fait. On sait qu'il va partir. On le voit, on le regarde, on reste impuissant à ça. Et donc on n'a même pas envie de le suivre. Et il finit avec 3 minutes d'avance. C'est sur un monument. C'est exceptionnel. Incroyable, ouais. Eh ben Hugo, ça y est, c'était enfin une des dernières Ouais, vidéos de l'année. On va encore faire une avec les awards pour les meilleurs sprinters, pour les autres. On va faire un gala entre ouais. nous avec les autres. On finira avec toute l'équipe. Les gars, merci beaucoup, beaucoup de nous suivre. Hugo, merci pour d'être avec moi pour ce projet. Ça fait un petit temps qu'on a lancé ça et maintenant, voilà, je pense que On a fond dedans. on est à fond dedans. Ça se développe de jour en jour, de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Et surtout, moi j'espère pouvoir continuer ça encore sur du long terme. Ouais, bah moi j'aimerais juste aussi rajouter que ben j'espère que vous allez nous donner votre top 10 parce que nous on aime bien débattre sur ça, même entre nous, mais alors avec vous encore plus, je pense, avoir une communauté qui interagit sur nos vidéos c'est très important. Donc si vous pouvez dire les choix que vous aimez bien ou les choix que vous faisiez sur le top 10, bah ça nous ferait plaisir en tout cas. Surtout entre Mathieu Van Der Poel, Philipsen et Remco Ouais, apparemment, parce que voilà, on est pas trop d'accord. pas Donc, trop d'accord là-dessus. ouais. Merci les gars, à très très bientôt et À la abonnez-vous. prochaine.